Vous voyez ces policiers? S'ils sont là, c'est parce qu'un truc pas beau du tout a été découvert. Et on les a appelés. Une main, aux ongles ornés d'un vernis violet, dépasse d'un sac poubelle, jeté dans un fossé, au bord d'une route de montagne italienne. Cette manucure soignée cache un mystère glaçant. Pendant plus de 2 mois, la propriétaire de cette main, pourtant décédée, a continué d'envoyer des messages à ses proches, et même à payer son loyer. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde croyait. Jusqu'à ce qu'on retrouve son corps atrocement mutilé. Une illusion sur laquelle les enquêteurs, aidés par un journaliste chevronné, vont devoir faire la lumière. Et cela va les conduire à résoudre l'un des crimes les plus immondes d'Italie. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle histoire criminelle. Si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, et je vous remercie d'avance. Le 20 mars 2022, un homme décide de profiter de son dimanche pour sortir faire une balade revigorante en montagne, près de la ville de Borno, située dans la province de Brescia, en Italie. Le genre de promenade qu'on imagine paisible, entre chants d'oiseaux, air pur et paysages agréables qui n'ont souffert de la présence humaine que dans une moindre mesure. C'est sûr que c'est pas la même ambiance à Châtelet un dimanche à 5h du mat. Mais contrairement à ce que vous pensez, la balade de ce monsieur ne va pas forcément être mieux. Car malheureusement ce jour-là, la sortie dominicale de l'intéressé, qui avait pourtant très bien commencé, prend fin de la plus atroce des façons, quand son regard est attiré par 4 sacs poubelles noirs. Il se trouve en contrebas d'une route passante, depuis laquelle ils ont d'ailleurs probablement été jetés. Cela fait un moment que cet endroit sert régulièrement de décharge sauvage. Cependant, la présence de plusieurs sacs similaires, ainsi regroupés, demeure inhabituelle. Curieux, le promeneur s'en approche, et une fois à portée, il en touche un brièvement, remarquant rapidement qu'il n'a pas l'air de contenir des déchets. Une supposition pour le moins glaçante, confirmée par le fait que ce qui semble être une main dépasse de l'un des sacs, qui n'est pas correctement fermé. La main est sale, mais les longs ongles au vernis violet pailleté qu'elle arbore poussent l'homme à penser qu'elle n'appartient pas à un mannequin, mais bien à une personne. Paniqué, il appelle alors immédiatement les carabiniers, qui sont l'équivalent de nos gendarmes en France, pour leur signaler cette macabre découverte. Lorsqu'ils arrivent sur place, ces derniers constatent que ce sont bel et bien des restes humains démembrés qui ont été abandonnés là. Plus précisément, 15 morceaux de corps. Encore un conte de fées, mais un problème de taille se pose, parce que la victime a été tellement mutilée qu'il est impossible de déterminer son sexe biologique avec certitude, dans l'immédiat. De même, son visage a été brûlé, au point d'être devenu totalement méconnaissable. Procéder à l'identification du corps promet donc d'être compliqué. Savoir à quand remonte précisément le décès de la personne est tout aussi difficile, vu que sa dépouille a apparemment été congelée un temps avant qu'on ne s'en débarrasse. Par chance, la victime avait de multiples tatouages, qui représentent autant de signes distinctifs susceptibles de pouvoir être reconnus par une tierce personne. Les carabiniers en dénombrent 11 au total, parmi lesquels 7 sont intacts. On peut citer en exemple les mots « Step by Step » et « Wanderlust », ancrés respectivement sur sa cheville et sa clavicule droite. Un V, à l'envers, marque également l'intérieur de l'une de ses cuisses, quand 2 autres sont présents sur la seconde. Une autopsie permet de confirmer rapidement que le corps est celui d'une jeune femme. Cependant, concernant son identité, le mystère demeure. Dans l'espoir qu'on les aide à faire la lumière là-dessus, les enquêteurs lancent un appel à témoins en ligne, accompagné de la description des tatouages de leur inconnu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette initiative porte très vite ses fruits, parce que quelques jours seulement après la publication, ils sont fixés. Enfin, partiellement fixés, étant donné que la personne qui leur téléphone, pour leur dire qu'elle pense savoir qui est la victime, leur donne son pseudonyme. L'individu affirme qu'une surnommée Charlotte NG a les mêmes tatouages. C'est un bon début, reste à savoir quel est son véritable nom. Et là vous allez me dire, mais comment est-il possible que quelqu'un connaisse ce genre de détails sur elle, s'il ne sait même pas comment elle s'appelle réellement? Eh bien, on peut dire que la jeune femme n'était pas une illustre inconnue sur internet. C'était une modèle OnlyFans et une actrice de film X. Grâce à son pseudonyme et à un nouvel appel à témoins publié en ligne, les carabiniers parviennent à découvrir qui est réellement leur victime mystère. La défunte s'appelle Carole Maltesi. Cette jeune italo-néerlandaise de 26 ans vivait en périphérie de Milan,
Elle était également maman d'un petit garçon de 6 ans. Comme je vous le disais, professionnellement parlant, sa vie sortait quelque peu de l'ordinaire. Un chemin qu'elle a pris en grande partie à cause d'une succession d'imprévus, dont il faut que je vous parle pour que vous puissiez comprendre son histoire. Retour en 2015, quand Carole découvre qu'elle est enceinte. Cette année-là, elle n'a que 20 ans. Et cette grossesse n'était pas planifiée. Toutefois, la jeune femme est en couple et décide, en accord avec son partenaire, de garder l'enfant. Sans surprise, cela entraîne énormément de bouleversements dans sa vie. Carole quitte la petite province où elle réside depuis longtemps, abandonnant ses études universitaires qu'elle suivait là-bas, pour emménager à Vérone. Dans cette grande ville pleine d'opportunités, elle trouve facilement un poste de conseillère commerciale dans un magasin de chaussures. Malheureusement, sa relation amoureuse, elle, se casse la figure. Ayant développé des sentiments pour un autre homme, avec lequel elle s'installe d'ailleurs quelques mois plus tard, Carole se sépare du père de son fils en 2019. Mais elle ne profite pas longtemps de ce nouveau départ, parce que l'année suivante, un événement d'envergure mondiale la pousse à envisager les choses sous un autre angle. Je veux bien évidemment parler de la pandémie du Covid, qui a mis la vie de millions de personnes en pause pendant des mois. Comme nombre d'entre nous l'ont été en 2020, Carole se retrouve bloquée chez elle, sans pouvoir travailler. Repose en paix, chômage technique. Bref, la jeune maman a de plus en plus de mal à boucler ses fins de mois. Une situation financière déjà fragile, d'autant plus compliquée à gérer qu'elle a une pension alimentaire à verser à son ex-conjoint, qui a la garde de leur enfant. Prise à la gorge, Carole doit rapidement trouver une façon de se faire de l'argent en ligne. Elle tente dans un premier temps d'ouvrir une chaîne YouTube, sur laquelle elle publie des vidéos relatant les réalités de son quotidien en période de confinement. Cependant, et je peux vous confirmer que c'est le cas, elle réalise très vite que ce n'est pas par ce biais qu'elle parviendra à se dégager un revenu correct. Ou en tout cas, pas dans un avenir proche. Son premier plan étant tombé à l'eau, elle décide de s'inscrire sur OnlyFans. Et sur cette plateforme réservée aux adultes, ça n'est pas la même histoire. Enfin, pour elle. Dans mon cas, ça n'aurait sûrement pas marché. Mais qui ne tente rien à rien. Quoi qu'il en soit, Carole est très belle. Et dès le départ, son contenu plaît beaucoup aux utilisateurs, qui souffrent de privations engendrées par l'isolement social. La popularité de son compte augmente à une vitesse fulgurante, amenant avec elle de belles rentrées d'argent. Des débuts nimbés de succès qui permettent à la jeune modèle d'être repérée par plusieurs sociétés de production internationale de films pour adultes. Après la fin de la pandémie, Carole ne boude pas cette opportunité inespérée. Elle s'envole plusieurs fois vers l'étranger pour prendre part à des tournages, avant de commencer à faire des apparitions publiques. Loin d'être éphémère, son succès prend racine, si bien qu'elle est assez vite considérée comme une véritable étoile montante de l'industrie des films pour adultes. Mais cela n'est pas sans conséquences. L'Italie étant un pays assez traditionnaliste, il est peu de dire que les choix professionnels de Carole divisent son entourage. Ils lui valent beaucoup de critiques. Certains de ses proches désapprouvent même au point de prendre leur distance avec elle, incluant son petit ami. L'homme ne parvient pas à accepter le changement d'activité de Carole et met un terme à leur relation. Elle quitte alors Vérone pour aller s'installer à Rescaldina, une commune juste à côté de Milan. Là-bas, elle décide d'essayer de retourner à une vie plus classique, en décrochant un emploi de vendeuse dans une parfumerie, mais elle n'arrive pas à s'y faire. À présent habituée à des revenus beaucoup plus confortables, Carole fait rapidement son retour sur OnlyFans et les plateaux de tournage. Peu après, elle s'engage même dans une nouvelle relation amoureuse avec un acteur X, du nom de Salvatore Galdo. Pour résumer, si le métier de Carole l'avait effectivement placée face à certains défis de taille par le passé, l'année 2022 semblait commencer au mieux pour elle. Et surtout, elle n'avait pas d'ennemis connus. Les carabiniers se demandent donc qui a bien pu vouloir la tuer, pour ensuite congeler son corps et la démembrer. Afin de lever le voile sur l'identité du responsable de cet acte abominable, il leur faut déterminer à quel moment Carole a perdu la vie, et ce qu'elle a fait dans les jours précédant son meurtre. En creusant, il remarque qu'elle n'a jamais été portée disparue. Une information étonnante, au vu des résultats de l'autopsie, qui indique que le corps a été congelé au moins 1 mois en arrière. Néanmoins, quand ils consultent ses réseaux sociaux, les enquêteurs se rendent compte qu'il y a une certaine cohérence. La jeune femme, qui en temps normal alimentait ses comptes quasi quotidiennement, a commencé à poster beaucoup plus rarement à compter de la mi-janvier. La création de contenu lui permettait d'entretenir sa notoriété, mais elle représentait aussi une partie non négligeable de ses rentrées d'argent. Il est donc assez improbable qu'elle ait choisi de réduire si drastiquement sa production, surtout de manière aussi soudaine. On peut alors penser que c'est au moment où ce changement a eu lieu dans ses habitudes
que Carole a été tuée. Pour autant, quelque chose ne tourne pas rond dans tout cela, parce que les proches de la victime affirment que jusque très récemment, elle répondait encore à leurs messages. Son loyer n'a également jamais cessé d'être payé, comme d'habitude. Le mystère s'épaissit. Que s'est-il réellement passé ces derniers mois dans la vie de Carole? Mais surtout, quand a-t-elle trouvé la mort et pourquoi? Comme je vous l'ai mentionné, avant que le corps de Carole ne soit découvert, elle répondait encore aux personnes qui la contactaient. Cependant, elle ne le faisait que par écrit, d'une façon assez sporadique. Carole trouvait toujours une excuse pour refuser les sorties ou rencontres qui lui étaient proposées. Et elle ne répondait plus aux appels qui lui étaient passés. La jeune femme prétextait être malade, en tournage à l'étranger, en vacances, vouloir prendre du temps pour elle ou encore, pour reconnecter avec son fils, rester à Vérone. Beaucoup de personnes de son entourage, habituées à la voir régulièrement partir en voyage ou à ce qu'elle soit occupée, ne se sont donc posé aucune question au départ. Simplement, les semaines passant, certains ont commencé à trouver tout cela très étrange. Salvatore Galdo, qui était en couple avec Carole avant sa mort, fait partie de ceux qui ont rapidement compris que la situation n'était pas normale. L'homme envisageait sérieusement son avenir avec elle. Il venait même de la demander en mariage, et elle avait dit oui. Elle n'avait donc aucune raison de vouloir le tenir à distance. Salvatore affirme que le dernier contact normal qu'il a eu avec Carole date du 10 janvier 2022. À ce moment-là, ils étaient tous les deux très excités, parce qu'ils avaient planifié un séjour en amoureux en France. Ils devaient partir 4 jours après, le 14. Seulement, cela ne s'est pas fait. Juste avant le départ, Carole a écrit à Salvatore pour lui dire que finalement, elle n'irait nulle part en sa compagnie, parce qu'elle avait attrapé la Covid et devait se confiner. Son fiancé a par la suite tenté de la joindre avec insistance, mais à chaque fois, elle lui disait qu'elle était toujours malade et qu'elle avait besoin de temps. En vérité, si la jeune femme a effectivement répondu à ses messages au mois de février et mars, personne ne l'a aperçue physiquement depuis janvier, et plus précisément, depuis le 10. Après ce jour, aucun de ses proches ne l'a plus vue en face à face ou en visio, ni même entendu sa voix. C'est également le cas de son fils, qu'elle allait normalement voir au moins 2 fois par mois. Professionnellement parlant, Carole a refusé tout nouveau contrat qui lui était proposé. Si on ajoute à cela le fait qu'elle a aussi été beaucoup moins active sur les réseaux sociaux à partir de ce moment-là, on peut commencer à connecter les points. Il devient cohérent de se demander si c'est réellement Carole qui a écrit les messages récemment envoyés depuis son téléphone. Et si ce n'est pas le cas, qui aurait eu intérêt à répondre à sa place depuis plus de 2 mois, si ce n'est la personne qui l'a tué? Il a été établi que le corps de Carole a été congelé. Peut-être son meurtrier essayait-il de gagner du temps en attendant de décider de la méthode à employer pour en disposer. Quoi qu'il en soit, si au début des investigations, les enquêteurs croient que cet affreux crime est peut-être l'œuvre d'un tueur en série qui rôde, ils changent rapidement d'opinion. Un coupable qui se donne autant de mal pour couvrir ses traces ne peut être qu'un individu qui connaissait personnellement la victime. À partir de là, les carabiniers s'intéressent de plus près aux relations de Carole. Questionnés, plusieurs de ses proches leur confient que lorsqu'ils ont commencé à se faire du souci pour elle, ils ont eu le réflexe de contacter un dénommé Davide Fontana. L'homme n'a pas pu les renseigner parce qu'il n'avait plus de contact avec Carole à cette période. Mais il a visiblement eu le nez dans ses affaires pendant un temps. Ce banquier de 43 ans l'a rencontré en octobre 2020, parce qu'après son déménagement à Rescaldina, ils sont devenus voisins. Davide est marié à cette époque. Cependant, cela ne l'empêche pas d'avoir un goût prononcé pour la photographie de charme. Il est d'ailleurs régulièrement à la recherche de modèles comme Carole, c'est-à-dire de belles jeunes femmes qui n'ont pas peur de se mettre à nu devant un objectif. Forcément, quand il croise la route de l'actrice X, Davide est immédiatement captivé par sa beauté, manifestant le désir de l'immortaliser. Ils entament donc assez vite une collaboration professionnelle. Cela dit, cette relation ne reste pas strictement professionnelle très longtemps. De shooting en shooting, photographe et modèle se rapprochent physiquement, jusqu'à tomber d'accord pour avoir des relations sexuelles. À la base, tarifées. Mais l'évolution de leur lien ne s'arrête pas là, parce que, sans l'avoir planifié, ils s'attachent finalement l'un à l'autre, sans jamais se mettre réellement en couple. En mars 2021, Davide décide d'avouer ses infidélités à son épouse, puis il en profite pour lui annoncer qu'il va demander le divorce. En parallèle, le banquier continue d'entretenir une relation suivie avec Carole, et il lui propose de l'assister dans la gestion de sa création de contenu, contre une partie de ses profits. Sa jeune maîtresse accepte, soulagée enfin d'avoir rencontré un homme qui, en plus d'être professionnel, ne porte aucun jugement sur la façon dont elle a choisi de gagner sa vie. Davide est doué en photographie comme en affaires.
Et avec son aide, Carole gagne en popularité beaucoup plus rapidement. Les statistiques de son compte OnlyFans en sont d'ailleurs la preuve, vu qu'il passe la barre des 30 000 abonnés. Cependant, les choses changent quand l'un des ex de Carole la contacte, avec la ferme intention de la reconquérir. Cette dernière n'est de toute façon pas intéressée et refuse sans hésiter. Mais Davidé se montre très agacé, au point de ne plus pouvoir contenir sa jalousie. Du haut de ses 43 ans, il n'hésite pas à appeler un jeune homme qui a une quinzaine d'années de moins que lui pour le menacer. Selon les dires du concerné, Davidé aurait même vandalisé sa voiture à 2 reprises. Toutefois, la véracité de ces allégations n'a pas pu être prouvée. Sur le plan professionnel, Carole, elle, est ravie. Sa carrière se porte mieux que jamais, parce qu'à côté du succès rencontré par son compte OnlyFans, elle participe aussi à de nombreux tournages. Ses revenus sont en réalité si confortables depuis un moment qu'elle a réussi à mettre une très belle somme d'argent de côté, suffisamment pour envisager sérieusement de quitter l'industrie du X, dans le but de pouvoir se consacrer à d'autres types de projets à long terme, notamment personnels. En effet, Carole souhaite retourner vivre à Vérone pour avoir la chance de voir grandir son fils. C'est dans ces eaux-là qu'elle rencontre Salvatore sur un tournage en République tchèque et qu'elle en tombe amoureuse. Mais il y a un problème. Davidé est toujours très impliqué dans la gestion de ses affaires, et il est jaloux. En vérité, si le fait que Carole couche avec d'autres hommes ne l'a jamais dérangé, c'est parce que, jusque-là, ses entrevues restaient strictement professionnelles. Mais avec Salvatore, c'est différent. La jeune femme ne tient pas à ce que Davidé l'apprenne, sachant qu'il lui fera une crise. Alors, dans un premier temps, elle se résout à garder sa nouvelle relation secrète. Mais à mesure que ses sentiments pour Salvatore augmentent en intensité, et que leur couple se renforce, cela se complique toujours plus. Salvatore est lui aussi très épris de Carole, au point qu'il décide de la demander en mariage. Elle accepte sa proposition tout en réfléchissant à la meilleure façon de présenter les choses à Davidé, pour éviter un esclandre. Eh bien oui, parce que l'homme a en quelque sorte mainmise sur les affaires de Carole. Et elle sait que quand elle lui aura parlé de ce qui l'unit à Salvatore, leurs rapports vont devenir très tendus. La suite, vous la connaissez. C'est dans ce laps de temps que Carole n'a plus été aperçue par quiconque, avant de commencer à répondre à ses messages, toujours par écrit, et d'une façon pour le moins étrange. 2 mois et demi après, son corps est découvert près de Borno. Une affaire qui attire immédiatement l'attention d'Andrea Tortelli. Ce journaliste chevronné, éditeur de son propre magazine, décide de tout faire pour aider les enquêteurs à retrouver le meurtrier de Carole. Une implication sans faille, qui va être d'une aide très précieuse aux enquêteurs et qui les amène sur un chemin particulièrement sordide. Dès que la nouvelle de la découverte d'un corps démembré non identifié fait toutes les unes, Andrea commence à tirer ses propres conclusions. Il se dit que la personne qui a jeté ces 4 sacs n'a probablement pas fait des milliers de bornes pour venir les déposer à cet endroit précis. Non, pour Andrea, le tueur est forcément une personne qui habite dans un rayon de 200 km autour de Borno, tout au plus. Et en supposant qu'il connaissait sa victime, il conclut que c'était également son cas. Second point, sachant que son corps était congelé depuis 1 mois au minimum, sa mort date probablement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois en arrière. Pourquoi aucun des proches de la victime n'a-t-il signalé sa disparition ? Lorsque les enquêteurs décident de relayer le pseudonyme de la victime pour obtenir plus d'informations, Andrea entame des recherches. Le journaliste découvre qu'elle travaillait dans l'industrie du X. Puis il remonte très vite jusqu'à 2 sociétés de production de films pour adultes, qu'il contacte directement. La première ne lui apprend rien de plus. Mais en appelant la seconde, il parvient à parler à une actrice X qui a déjà travaillé avec la victime sur un tournage. La femme refuse de révéler son vrai nom à Andrea, mais elle lui donne son numéro de téléphone personnel. Ce renseignement lui permet d'apprendre que Charlotte Ng se nomme en réalité Carole Maltesi. L'homme tente évidemment d'appeler le numéro de Carole, et ce, à plusieurs reprises. Mais personne ne lui répond. En revanche, à sa grande surprise, Andrea obtient une réponse en lui écrivant sur WhatsApp. Mais la conversation est assez brève. Quand il prétexte vouloir la rencontrer pour la questionner sur la vie menée par les actrices X, elle refuse, sans jamais envoyer aucun message vocal. À ce stade, le journaliste est quasiment sûr que Carole est morte, et que ce n'est probablement pas elle qui communique. Mais la personne qui usurpe son identité ne semble pas être informée que son corps a été découvert. Andrea prend alors la décision de jeter un pavé dans la mare. Il dit à son interlocuteur qu'en réalité, il s'inquiète pour Carole, parce que les restes d'une jeune femme qui a les mêmes tatouages qu'elle
viennent tout juste d'être retrouvés. Curieusement, après ça, plus aucune réponse. Et des messages tous distribués, mais non lus. S'il avait encore un doute auparavant, cela n'est plus le cas. Andrea est à présent persuadé qu'il vient de parler avec le meurtrier de Carole. Le 27 mars 2022, une semaine après la découverte du corps, le journaliste partage toutes les informations qu'il a recueillies avec les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire, pour qu'ils puissent les vérifier. Il publie ensuite dans la foulée un article complet sur le sujet dans son magazine, enrichi de quelques-unes des conclusions qu'il a tirées. Le tout en prenant soin de ne révéler aucune information sensible ou trop précise. Andrea garde secrète l'identité supposée de la victime, ou encore le fait qu'il pense avoir communiqué directement avec le meurtrier. Le but étant de pousser ce dernier, qui surveille peut-être les actualités, à comprendre que des investigations sont bel et bien en cours, et que l'étau se resserre autour de lui. Une prise de conscience qui peut éventuellement l'amener à commettre une erreur. Étrangement, quelques heures à peine après la publication de l'article d'Andrea, massivement relayé en ligne, 2 hommes se rendent au commissariat pour signaler la disparition de Carole, des individus qu'on peut qualifier de très proches de la jeune femme, étant donné qu'il s'agit de Davide et Salvatore. Peu après leur arrivée, ils sont conduits en salle d'interrogatoire pour être interrogés. Un interrogatoire qui dure 24 heures, au terme duquel les 2 hommes sont libérés. Cela dit, si Salvatore n'est pas inquiété, ce n'est pas le cas de Davide. Le 29 mars 2022, les carabiniers annoncent qu'un homme de 43 ans a été placé en détention pour suspicion de meurtre. Une révélation qui n'a rien de surprenant, sachant que dès le début de son interrogatoire, Davide, très nerveux, n'a cessé de raconter des histoires et de se contredire. Dans un premier temps, le banquier a affirmé ne pas avoir vu Carole depuis 2 ans. Une déclaration aussi fausse qu'elle est peu réfléchie, sachant qu'il est facile de trouver la preuve du contraire. De même, quand on lui a demandé pourquoi il a choisi de signaler la disparition de Carole au moment où, comme par hasard, on vient de découvrir son corps, il n'a pas su l'expliquer. De par son attitude et ses réponses, les enquêteurs ont rapidement compris que Davide ne leur disait pas la vérité. Ils décident donc de lui coller une pression monstre pour le pousser à parler. Et le résultat ne se fait pas attendre. L'homme passe effectivement à table, livrant un récit glaçant qui, vous allez le voir, n'a rien à envier à un scénario de film d'horreur. Durant son interrogatoire, Davide révèle que le 11 janvier 2022, il était prévu qu'il filme Carole, comme il le fait souvent. Cependant, cette vidéo-là était censée être vraiment très différente de celle qu'ils enregistrent habituellement ensemble. Il faut savoir que Carole offrait à ses abonnés la possibilité de lui commander du contenu personnalisé. Et c'est pas exclu que si YouTube s'effondre, moi et d'autres collègues, on fasse pareil. Vous auriez peut-être droit à une nouvelle collaboration entre Rafu et moi. Mais sur OnlyFans. J'en ai des frissons. Bon, en gros, moyennant une somme d'argent variable, les abonnés de Carole pouvaient formuler des demandes précises, qu'elle restait libre d'accepter ou de refuser. Juste avant sa disparition, la jeune femme avait reçu une requête de la part d'un homme qui, visiblement, aimait la violence. Il voulait que Carole soit filmée attachée, avec du ruban adhésif sur la bouche et un sac sur la tête, mais ce n'était pas tout. L'abonné avait spécifiquement demandé à ce qu'elle soit battue pendant l'enregistrement, et plus particulièrement frappée à la tête avec un marteau. Carole a accepté d'honorer cette commande malgré son caractère extrême. Mais le jour J, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Une fois la scène tournée, Davide a retiré le sac de la tête de l'actrice, s'apercevant à ce moment-là qu'elle agonisait. En panique devant une Carole inconsciente et secouée par de violents spasmes, l'homme s'est saisi d'un couteau de cuisine et lui a tranché la gorge pour qu'elle ne souffre plus. Oui, au lieu d'appeler les secours, Davide a simplement décidé de l'achever, sans même avoir la certitude que la jeune femme ne pouvait pas être sauvée. Curieuse façon de montrer de la compassion à une personne en évidente détresse. Ça fait surtout très psychopathe. Après ça, conscient du fait qu'il venait peut-être de se rendre coupable d'un crime, Davide n'a pas non plus prévenu la police. Il a donc décidé de démembrer entièrement le corps de Carole dans les jours suivants. Pour ce faire, il a utilisé une scie à métaux, une scie électrique et de gros ciseaux. Puis, il a brûlé certaines parties des restes à l'aide d'un torréfacteur pour qu'elles ne soient pas reconnaissables. Davide a ensuite entreposé les 15 morceaux de corps dans un grand congélateur, en continuant de réfléchir à la façon dont il allait pouvoir en disposer. Durant les 2 mois et demi qui ont suivi le meurtre, il a gardé le téléphone de la victime. Ne sachant pas quoi faire, Davide répondait à ses proches pour donner l'illusion qu'elle était encore en vie. Finalement,
en disant au plus grand nombre que Carole était absente ou malade. Tout en payant son loyer, il a fait en sorte que personne ne passe chez elle ou ne donne l'alerte. Bon, ça c'est la version de Davidé. Et si les enquêteurs savent que la seconde partie est probablement vraie, ils ont de réels doutes concernant la véracité de la première partie de son récit, surtout au vu du tempérament jaloux, dominateur et possessif du suspect. Mais bon, pas besoin d'être flic pour comprendre que c'est un gros mensonge, et qu'il y a anguille sous roche. Quand il a raconté le début de son histoire, Davidé a régulièrement changé certains détails, et a même cherché ses mots. Ce que pensent les carabiniers, c'est qu'il n'a tout simplement pas supporté que Carole envisage de changer de vie, parce qu'en conséquence, il allait la perdre. Elle s'apprêtait à se marier avec Salvatore, souhaitait quitter l'industrie du X prochainement, et même repartir s'installer à Vérone. Carole avait de nouveaux plans, et Davidé n'en faisait pas partie. Cette perspective le rendait fou. Il a donc décidé de la tuer, pour ne pas qu'elle lui échappe. L'enquête a permis d'établir que la commande mentionnée par le banquier avait effectivement été passée, mais par sa propre personne. L'homme a créé un faux compte pour envoyer cette demande, dont le script lui-même était calculé pour servir ses intérêts. Dans le scénario commandé, Davidé devait battre l'actrice jusqu'à ce qu'elle lui donne le mot de passe de son téléphone. Pratique, hein? Bah oui, parce qu'il tenait là l'excuse idéale pour attirer Carole dans son piège. Piège qui, en plus, lui offrait la possibilité de débloquer son portable après le meurtre. La jeune femme a en réalité accepté cette requête, sans se douter une seule seconde que Davidé se cachait derrière son envoi, prêt à la battre à mort. Comble du tout, il a commandé le congélateur qui a servi à entreposer les restes de Carole, et même le torréfacteur utilisé pour les brûler, directement depuis son téléphone. Le procès de Davidé s'ouvre l'année suivante, et il s'en tient à sa version. Il affirme que les blessures mortelles causées à la jeune femme n'étaient pas intentionnelles, et que rien de tout cela n'était prémédité. L'homme dit aussi qu'il pensait fortement à sauter la vie quand il a été relâché après son interrogatoire, mais qu'il a été arrêté par les carabiniers avant de pouvoir passer à l'acte. Étrange quand on pense au fait qu'il a eu quasiment 3 mois pour le faire avant de se faire prendre, du temps durant lequel il a pourtant vécu tout à fait normalement. Quand il ne découpait pas le corps de Carole ou ne s'employait pas à tromper son entourage en leur faisant croire qu'elle était encore en vie, évidemment. Le 12 juin 2023, la sentence tombe, et elle est pour le moins surprenante. La juge annonce que la préméditation n'a pas été retenue et que le démembrement du corps de Carole n'a pas non plus été compté comme une circonstance aggravante. Eh bien oui, au tribunal, il est largement sous-entendu que cette décision a été motivée en partie par les choix de vie de la victime. Beaucoup pensent que Davidé était simplement très amoureux d'une jeune femme désinhibée, qu'il a utilisée avant d'essayer de se débarrasser lâchement de lui. C'est ce qui aurait provoqué son geste, qui ne serait donc rien de plus qu'un acte désespéré. Résultat des courses, et c'est assez incroyable, le meurtrier échappe à la perpétuité. Oui, malgré la commande passée, malgré avoir réfléchi à son plan, ce n'est pas retenu. Il est donc condamné à purger 30 ans de prison et à verser des indemnités en compensation aux proches de Carole. 180 000 € à son fils, 100 000 € à ses parents et 20 000 € au père de son enfant. De l'argent que les concernés ne percevront peut-être jamais en totalité si, d'aventure, Davidé était un jour déclaré insolvable. Une pilule difficile à avaler pour les proches de Carole, mais aussi pour une partie de l'opinion publique, persuadée que son meurtrier avait tout calculé, et qu'il est injuste qu'il s'en tire à si bon compte. Surtout qu'en Europe, les détenus ne passent que rarement 30 ans en prison, même s'ils y sont condamnés. Davidé a de fortes chances d'obtenir sa libération conditionnelle bien avant le terme de sa peine. Il pourrait alors profiter de quelques belles années de liberté supplémentaires, alors que le fils de Carole, lui, ne retrouvera jamais sa mère. Alors, une peine juste ou injuste selon vous? Voici pour cette affaire immonde. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Italie en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie d'être présent sous les vidéos. Je vous dis à très vite. Bye.